Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonjour, bienvenue, merci d'être là pour cette discussion avec, on a Michael Gouveia, Dimitri Nasrallah et Soleil Launière, qui sont là pour parler de questions d'identité, une question qui est très présente dans leur œuvre. On peut peut-être commencer avec l'héritier qui raconte, peut-être tu peux nous dire un peu le propos du roman? Oui, donc l'héritier, ça relate un peu la construction identitaire d'un personnage qui s'appelle João Silva. Puis c'est un fils d'immigrants portugais açoriens qui est né ici, donc. Et on va suivre son parcours vraiment de l'enfance jusqu'à début de l'âge adulte à peu près, avec tous ses rêves, ses illusions aussi, puis comment il navigue dans la construction identitaire, mais pas que, existentielle aussi. Donc, puis c'est un peu ces questions-là d'identité sont abordées dans le livre, être immigrant de deuxième génération, mais aussi étudiant de première génération, puis le lien avec les parents qui est très fort, la volonté de honorer les sacrifices des parents et tout ça. Puis, ça parle aussi du soccer, donc voilà. Et c'est ton premier roman? Oui, c'est mon premier roman. Un recueil de poésie. C'est ça, j'ai publié un recueil de poésie, puis ça, c'est mon premier roman. Puis, oui, je voulais aborder... Moi, je suis moi-même un fils d'immigrant portugais, puis c'est très près de moi, là, le livre. Là, c'est un peu comme un alter ego, là, en un sens. Puis, je voulais mettre des mots là-dessus, sur ma relation avec le Portugal, qui est le pays de mes parents, puis comment je l'ai... perçu en grandissant sans l'avoir visité, en un sens, parce que c'était tout le temps présent autour de moi, la culture portugaise, la nourriture, la musique, tout ça. Mais en même temps, il y avait cette absence parce que je n'avais jamais vraiment visité. J'étais allé quand j'étais bébé, mais ça comptait pas, j'avais aucun souvenir. Là. Mais la première fois que j'ai été, c'était à l'âge adulte. Puis, c'est à la fois cette absence et présence de ce pays des parents, c'est comme un souvenir qu'on a, mais en même temps, c'est tellement présent. Puis comment mettre des mots là-dessus, comment définir en grandissant, là. Donc, bien mythique. Oui, c'est ça. C'est comme un pays rêvé, imaginé, en un sens, là, pour un fils d'immigrant parfois. Là, en tout cas, c'est le même que moi, je l'ai vécu. Là, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais c'est ça. C'est comme quasiment un pays... c'est comme un concept quasiment auquel se référer toute sa vie, Puis il y a comme cet amour profond qui est difficile à expliquer et à comprendre, mais en même temps, une sorte de nostalgie pour ce qu'on n'a pas vécu, qui est transmis par les parents. Puis qu'on essaie de comprendre, mais on va pouvoir en parler plus éventuellement. Là. Donc, c'est ça. Parfait. On y reviendra, effectivement. Dimitri, Hotline, c'est ton 4e roman. Il est paru en début d'année chez La Peuplade, et j'avais pas dit Poète de brousse pour Michael. Donc, c'est ton 4e roman, et donc là encore, on est dans ces questions d'identité. Oui. Enfin, Hotline, c'est une histoire qui est inspirée par notre immigration dans les années 80. Et c'est inspiré de l'histoire de ma mère, spécifiquement. Le personnage, Mouna Jordak, arrivé à Montréal, elle a fui la guerre civile au Liban dans les années 80. Elle vient ici pour devenir une enseignante. Elle était une enseignante au Liban. Elle veut continuer ça ici. Mais elle trouve qu'au Québec des années 80, personne ne veut prendre sérieusement. Elle est rendue effectivement invisible par la société. Alors, c'était une question de comment est-ce qu'on transforme notre identité pendant une immigration si on n'est pas vraiment accepté ou vu dans une nouvelle société. Et c'est pas mal ça, l'histoire. Excellent. Et Soleil, donc, c'était une pièce à la base, à Côté-Haut. À Côté-Haut, oui, c'est ça. Ben, c'est une pièce de théâtre à la base, mais ça se lit, si on veut, entre la poésie. C'est entre la poésie et le récit personnel. C'est quelque chose qui est très intime. Ça parle de moi, de où est-ce que j'ai grandi, puis où est-ce que je suis maintenant, puis qu'est-ce que je veux pour le futur, si on veut. Je suis Innu de mon père, québécoise de ma mère, mais j'ai grandi en réserve à Mashtouiats. Puis c'est un l'entre-deux, en fait. Pas seulement l'entre-deux dans mon identité Innu québécoise, mais c'est aussi mon entre-deux en tant que personne
non-binaires qui s'affirment en tant que femmes, mais aussi des fois qui plongent autres. C'est entre le village et la ville, les arbres, puis le béton, puis un petit peu ça tire de ces côtés-là. Puis c'est toute la recherche identitaire personnelle. Puis tu parles des années 80. Moi, je suis née en 85, donc c'est les années 90, tout ce qui se passe au Québec. Puis la posture d'être autochtone au Québec dans les années 90. Durant la crise d'Oka. Puis ça, tu Exactement. l'écris. Et c'est très poignant. On te dit de ne pas dire que tu es autochtone dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Parce que, et ça, il y a un passage que je trouve qui est très, très fort. Tu dis que à un moment donné, à 5 ans, tu as compris que tu passais pour blanche. Oui, c'est ça. Ben, tu te cherches. Ben, à 5 ans, tu te cherches pas encore. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu te cherches pas encore, mais tu es quand même assez conscient pour voir le regard des autres, puis entendre, puis comprendre ce que les autres te disent ou comment ils te perçoivent. Puis, parce que c'était la crise d'Oka, puis il y a plein de choses qui se passaient, mes tantes, qui savaient très bien que je passais pour blanche, me disaient, ben dis-le pas que tu es autochtone, parce que moi, je le disais, moi, tu sais, je suis de nous, puis tu es toute joyeuse, mais elle dit, non, dis-le pas que tu es autochtone, tu passes, ça va être plus facile, et tout ça, puis tu te dis, tu sais, c'est-tu mauvais d'être autochtone? Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je devrais pas le dire? Et que là, ça fait... Ça part sur une grosse crise identitaire, en fait, pendant longtemps, à essayer de se chercher, de savoir est-ce que je le dis, que je le dis pas. Puis je le disais quand même. Puis après ça, au travers de ma vie, au secondaire, de me faire dire « Non, mais toi, c'est pas pareil. T'es blanche. Non, mais toi, c'est pas pareil. » Puis de toujours être dans cet entre-deux-là, en sachant très bien que c'est la même chose. C'est pas vrai que c'est pas pareil. C'est ça. Ouais. Et tous les trois, et toi aussi, tu effleures cette idée que la question identitaire, elle est parfois mêlée de honte, qu'on a honte un peu de qui on est, d'être vraiment qui on veut être, ou d'être libre de pouvoir être qui on veut, de dire, moi, je veux dire, je suis portugais, même si je suis jamais allée au Portugal, je suis... comment vous vivez ça à travers l'écriture? Mais pour moi, j'ai commencé avec la même histoire. Je trouvais que la vie de mes parents était de me rendre invisible. Pour les premières années. Dans les années 80-90, c'était comme ça la philosophie autour de ces choses. La marginalisation n'a pas existé encore. Alors, on avait ce milieu où tu étais une partie de société où tu n'étais pas, où tu étais dehors de ça. Et pour moi, ça prenait une évolution d'accepter que je viens d'ailleurs, et il y a une identité avec ça, et c'était une éducation. Après ça, de quelque chose que j'ai pas mal perdu pendant les années. Mes parents m'avaient dit que tu n'as besoin pas l'arabe dans ce pays. C'est mieux de l'oublier. Alors, je l'ai oublié. J'ai perdu beaucoup de cette langue. C'était un regret maintenant. Mais dans ces années-là, je n'avais pas d'autre choix. Alors, je trouve qu'on évolue, les idées changent et on essaye de naviguer ça en même temps. Voilà, ça me fait penser à une phrase de ton roman où tu écris que grandir, c'est un peu perdre la langue de son enfance. Oui, ben c'est ça. Dans le livre, c'est un peu mon expérience aussi. Quand j'étais petit, je parlais portugais. Puis, encore aujourd'hui, ma mère me parle en portugais tout le temps. Mais avec les années, j'ai pris comme... Ça s'est fait par habitude, là, quasiment. Là, c'était comme je réponds en français. Puis pour parler portugais aujourd'hui, il faut que je cherche mes mots, tout ça. Donc, c'est plus difficile. Mais c'est ça. Puis pour la question de tout à l'heure, quand on grandit, on perçoit les signes un peu sans nécessairement être capable de les formuler, de les nommer à ce moment-là quand on est enfant, mais on comprend aussi, puis comme un peu la différence, je ne suis pas tout à fait de même comme les autres. Puis, moi, dans mon souvenir, quand j'étais petit, je me définissais quand même comme portugais, c'était ça, puis j'avais mes parents, il y avait quand même dans mon cas, c'est la culture portugaise, il y avait comme la fierté là, d'être portugais, puis tout ça, puis let's go, là, puis surtout quand il y avait des matchs de Coupe du Monde. C'est ça. Mais j'étais quand même un enfant très timide, là, puis au primaire, j'étais dans une école où il y avait pas tant de fils d'immigrants ou d'immigrants, puis au secondaire, c'était dans le même quartier, mais c'était complètement le contraire. Là, c'était
autre chose. Puis la première fois, c'était comme bien vu de comme revendiquer ses origines. Puis là, on dirait que j'ai comme surjoué un peu la fierté, tu sais, puis je me sentais comme un peu imposteur de revendiquer cette appartenance-là pour la première fois au Portugal parce que je réalisais justement que j'étais en train de perdre la langue, puis que j'avais jamais visité le pays. Puis c'était comme... Il y avait un peu cette impression d'être un imposteur, tu sais, de comme, OK, je revendique maintenant avec mes amis qui sont d'autres pays, puis on est tous en train de revendiquer notre origine. Mais en même temps, tu sais, je réalisais que comme, est-ce que je le suis vraiment? Tu sais, c'était comme, on a l'impression d'être ni vraiment d'ici, ni vraiment d'ailleurs. Puis la question de la honte aussi revient un peu à ça quand tu rencontres la famille pour parler, tu sais, c'est comme tu remarques que tu n'es plus capable vraiment de si bien parler ta langue d'origine. Donc, c'est un peu ça, de comme l'idée de comme perdre la langue de l'enfance aussi. Puis ça vient aussi un peu avec la question de comme la perte d'innocence, là. Donc, ouais, c'est... Et je voulais savoir la question de la langue pour toi. Il y a de l'anglais dans ton texte, beaucoup d'anglais revient. Oui, Et- je vacille entre les langues parce que ma langue, je la connais pas, tu sais. Mon père n'a pas appris sa langue non plus. Il n'avait pas le droit de parler sa langue. Donc, c'est une autre question face à la langue, tu sais, dans les communautés. Puis, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, se réapproprient leur langue. Fait que je te dirais, plus je grandis, plus je me réapproprie ma langue. Tandis que quand j'étais jeune, elle était pratiquement pas présente autour de moi. Tu sais, il y avait des gens dans la communauté qui la parlaient, mais vu que mon père l'a jamais appris, c'était difficile de pouvoir l'apprendre ou la porter. Mais la langue a vie dans mon corps. J'ai toujours trouvé que le français ni l'anglais était ma langue première, même si c'est mes langues. Le français est ma langue première. J'ai toujours eu l'impression que c'était pas ma langue, qu'il me manquait de mots. Puis je vais essayer dans les langues que je connais parce que il me manque de mots des fois. Il me manque d'expression. Fait que je vais puiser, je transforme. Puis c'est ça. Est-ce que quand on se sent différent, est-ce qu'on a tendance à s'isoler et à chercher refuge dans l'écriture? Est-ce que ça a été votre cas? Mais pour moi, j'ai trouvé le refuge dans la culture populaire. C'était le plus facile. C'était la culture qui était le plus ouverte pour moi, la musique pop. Comme le personnage, justement, le garçon Omar dans Hotline. Oui, et avant ça, le personnage en Nico. J'ai toujours ces personnages qui trouvent la musique populaire. Parce que c'était le cas pour moi. J'avais des difficultés à parler avec les membres de ma famille en arabe. Ça, c'était une question d'identité qui est vraiment fort dans ma vie. J'avais des différences entre moi et les Québécois ou les Canadiens quand j'ai vécu à Toronto. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais de rendre invisible. Alors, j'ai devenu cet garçon qui aime la musique. Et avec les T-shirts de band et tout ça, et ça est devenu une identité pour moi d'être quelqu'un qui aime la musique. D'ailleurs, tu as poursuivi là-dedans, il me semble. Tu es devenu, à un certain moment, je ne sais pas si c'est encore le cas, DJ. Oui, la musique est pas mal une piste que j'ai pris pour plusieurs années. J'ai travaillé dans le milieu de la musique. J'ai travaillé comme DJ aussi. Alors, c'est quelque chose qui m'a servi bien comme identité. Et comment, et ça je pose cette question parce que Michael aussi l'aborde dans son roman. Quand on est fils d'immigrants, comment on explique à ses parents, je veux devenir écrivain? Ouais, ben c'est ça, c'est compliqué là, mais c'est parce que tu sais, c'est souvent il y a comme c'est un peu le cliché, mais c'est quand même, en tout cas, de ce que j'ai remarqué avec des amis, tout ça, c'est souvent les hautes études, c'est avocat, médecin, là, c'est comme les deux seules possibilités là. Mais c'est pas vrai là, mais c'est ça qu'on dirait que c'est. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, mes parents ils m'ont supporté là-dedans là, puis ils comprenaient pas trop. Mais ils m'encourageaient, tu sais. C'était un peu ça. Puis je pense que comme la question de l'écriture est venue quand même tardivement là, dans mon parcours. Là, tu sais, les endroits où je trouvais refuge, ben, tu sais, il y a, comme dans le personnage dans le livre, lui, tu sais, à première vue, c'est comme il incarne un peu ce symbole du fils d'immigrant parfait. Tu sais, il va à l'église tous les dimanches, puis il a des bonnes notes à l'école, puis il veut tout le temps plaire à ses parents, puis il cherche vraiment tout le temps sa place, tu sais, dans le regard de ses parents, dans le regard des autres, pour honorer puis correspondre à ce qu'on attend de lui.
Puis, mais en même temps, il y avait sa passion pour le soccer qui le fait vibrer. Il y avait ça, puis c'est comme un moment de communion, d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Puis, dans mon cas, il y avait comme les jeux vidéo, tout ça. L'écriture, c'est vraiment venu plus à la transition, fin d'adolescence, âge adulte. Puis, de sentir ce moment de recueillement, de lire un livre, puis d'avoir accès à des vérités qui sont inaccessibles, qui sont jamais dites. Puis c'est comme ce moment-là qui a été marquant pour moi dans la littérature. J'ai commencé avec la littérature comme plus les classiques, là, comme tout le monde. Là. Puis de voir cette possibilité-là. Puis pas inévitablement, mais éventuellement plutôt, avec la lecture, il vient la volonté d'écrire puis de mettre des mots aussi sur son parcours, je pense. Puis c'est pour ça un peu. C'est même un peu que ça s'est de fil en aiguille que c'est venu la volonté d'écriture pour mettre des mots sur ce parcours-là de l'identité. Là. Donc, ouais. On y reviendra, mais je voulais savoir, Soleil, comment c'est intervenu, comment l'écriture est arrivée dans ton parcours, parce que tu es artiste multidisciplinaire, tu touches un peu à plusieurs modes d'expression. Est-ce que tu as commencé à écrire très jeune? Non, j'ai évité à tout prix l'écriture pendant longtemps, en fait. Je suis une décrocheuse scolaire. J'ai toujours eu de la misère dans le système. Le système ne me correspond pas. Je trouve que culturellement, ça ne correspond pas non plus. C'était très difficile. Puis, mon père n'avait pas des grosses éducations non plus. Fait que, je veux dire, il a été dans les pensionnats de jour et tout ça. Fait que, c'est un autre mindset, une autre façon de voir l'éducation, mettons. Fait que je suis partie de l'école jeune. Puis, à l'école ou dans le système, on me disait toujours que j'avais de la misère, que j'étais pas bonne à l'écriture, que, j'étais... Fait que dans ma tête, je savais pas écrire, tu sais. Fait que j'étais là, l'écriture, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Fait que j'ai rejeté l'écriture longtemps. Puis quand je suis arrivée, il y a quelques années, en fait, je suis arrivée à l'École nationale de théâtre pour une résidence en tant qu'artiste autochtone, une résidence de 2 ans. Puis, il me demandait dans quel projet ou quelle chose j'aimerais toucher là-bas. Puis, j'ai dit, j'aime vraiment la mise en scène, j'aime l'interprétation, j'aime tout ça. Fait que tu peux me mettre dans tout sauf l'écriture. Puis, la première chose qu'il a fait, c'est de me mettre dans un cours d'écriture avec Feu Suzy Bastien, que j'aime, en tout cas, je l'adore, qui m'a montré comment regarder l'écriture, en fait. C'était pas les mots, c'était pas... En fait, elle a défait toutes mes barrières ou ce que je pensais qu'était l'écriture. Fait qu'elle m'a apporté ailleurs. Puis, en fait, c'est de là qu'est né Akuteo, parce que quand la pandémie est arrivée, j'ai écrit à Suzy puis j'ai dit, je pense qu'il me reste quelques heures à l'École nationale. Je suis à la fin de ma résidence, mais serais-tu ouverte à faire l'été? On écrit ensemble, puis j'ai écrit des parcelles de vie, des parcelles de choses, des parcelles de poésie. Puis tout ça a commencé à faire prendre forme à Akuteo. Fait que c'était nouveau. C'est elle qui m'a donné confiance en mon écriture. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait ce pas-là parce que ça m'a fait écrire des chansons pour mon nouvel album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait que là, je suis dans l'écriture, puis j'aime ça parce que j'ai trouvé comment écrire, puis décoloniser l'écriture, disons-le comme ça. Tout à fait. Et est-ce qu'on trouve des réponses dans l'écriture? Surtout quand on se cherche un peu, quand on veut parler d'identité. Est-ce que c'était inévitable pour vous d'aborder cette question de l'identité dans l'écriture? Mais pour moi, c'était toujours le grand sujet qui était là. Je ne savais pas que j'avais pas un bon sens de moi-même avant que je commençais à écrire. Et ça prenait l'écriture pour découvrir ce côté de ma vie que j'avais, des aptitudes avec les membres de ma famille, avec cette histoire des guerres civiles, avec cette présence ici en Amérique du Nord et dans le milieu culturel ici. Avant de commencer d'écrire, je n'avais pas un vocabulaire pour tout ça. Je n'avais même pas les pensées de fabriquer une identité autour de tout ça. Mais ça prenait... mais mon premier roman, j'ai découvert que j'avais un intérêt dans la vie de mes parents. Pour la première fois. Avant ça, je n'ai jamais pensé de ça, mais j'ai commencé avec les photos que j'ai prises de l'enfance et je les ai mis dans les histoires. Et petit par petit, j'ai vu que
il y avait quelque chose avant que moi qui était là. Et c'est une grande découverte quand tu vois ça pour la première fois comme un jeune homme. Alors, ça a commencé là, et après ça, j'ai continué dans cette direction, j'ai appris un peu plus. Je trouve, même avec mon 4e roman, je suis toujours sur cette question de la vocabulaire que je prends pour m'expliquer à moi. Ben, tu vois, avec Akuteo qui veut dire se suspendre, se mettre à l'envers, j'avais besoin de déconstruire, en fait, les clichés que les gens me mettaient sur le dos, en fait, de qu'est-ce que c'est qu'être autochtone. J'avais besoin de défaire tout ça. J'avais besoin de dire qui j'étais, puis de démystifier un peu ce que les gens croyaient que je connaissais ou que je connaissais pas. Puis je dis dans le livre que je connais rien, mais c'est pas vrai. Tu sais, je connais des choses, mais je connais pas nécessairement ce que les gens aimeraient que je connaisse. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin, oui, d'être très proche de mon identité. Je pense qu'on se perd jamais très loin. Veux pas, parce que ça vient de nous, là. Peu importe qu'est-ce qu'on va écrire, comme peu importe ce qu'on va créer, on n'est jamais très loin de soi. Puis c'est ça qui fait que c'est personnel, puis c'est vrai. Mais je pense que j'ai l'impression que ce sera peut-être mes prochains écrits ne seront peut-être pas aussi personnels que celui-là. Peut-être. Mais j'ai l'impression que peut-être ça va... Je sais pas. Je ne sais pas si on a besoin d'être toujours... C'était ça ta question. Oui, d'ailleurs, il y a des auteurs qui disent que c'est dans l'écriture et dans la fiction en particulier qui se révèlent le plus. Ah oui, c'est intéressant. Même à travers des personnages qui, on va dire, ils essayent de les créer pour faire en sorte qu'ils ne leur ressemblent pas, mais au fond, c'est on peut pas. Hein? C'est ça. C'est ça. Ouais. Ben c'est ça, moi, on dirait qu'avec les deux réponses, c'est comme un peu la même affaire pour moi. Il y avait cette volonté aussi de se comprendre, d'avoir les mots pour mettre des mots sur des événements auxquels on n'avait pas les mots quand on les a vécus, puis rétrospectivement, pour retracer ce parcours-là. Puis aussi la question des parents, puis un peu dans le livre, c'est comme un peu toujours une sorte de non-dit. C'est comme, tu comprends que les parents, ils ont vécu dans la pauvreté, la misère, mais c'est jamais, c'est comme un souvenir qui est inaccessible pour l'enfant qui est là, puis qui sait que ses parents ont vécu avant lui, mais qui le porte un peu comme inconsciemment ou à travers la vie quotidienne. C'est jamais dit explicitement, mais ça se comprend au fur et à mesure. Puis, non, ça, pour l'écriture, comme on disait, il y a vraiment cette volonté-là, je pense, de mettre des mots sur des affaires qui sont difficiles à formuler. Puis je pense aussi, de ma génération, on était quand même plusieurs personnes à vivre cette question-là, de l'identité, d'être fils d'immigrants, puis de qu'est-ce que je suis, ni vraiment d'ici ni d'ailleurs. Puis il y avait un peu dans ce projet-là, je pense, au fur et à mesure que j'écrivais, cette volonté-là de comme valider le questionnement même, sans nécessairement comme trouver la réponse, puis d'accepter, c'est sûr, idéalement, on accepte d'être l'un et l'autre, en un sens, puis de faire la paix avec ses identités, mais aussi de comme valider ce questionnement-là, parce que je pense que c'est quand même assez répandu. Puis, ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, comment vous répondez à la question « Qu'est-ce que je suis », justement? Est-ce qu'on vous le demande encore beaucoup, la fameuse question « Tu viens d'où » ? Ben moi, ma première réponse, je pense, c'est comme je suis né ici puis je suis d'origine portugaise. Là. C'est juste ça. C'est comme je dis les deux. Donc, ouais, c'est comme ça finit là d'habitude. Là, Est-ce que l'écriture t'a aidé à faire la paix avec ça ou à placer les choses? Ben je pense que oui. Puis, récemment, mon livre est sorti puis j'ai eu comme moi quand je l'ai écrit, je pensais pas vraiment à la communauté portugaise. Je l'ai écrit, comme pour en pensant plus à les Québécois de souche, là, peu importe, là, mais comme les fils d'immigrants, en tout cas. Mais je pensais pas nécessairement à la communauté portugaise. Puis là, depuis 2 mois, la communauté portugaise a vraiment comme célébré mon livre. Puis ça m'a permis un peu de vivre à travers ce livre-là, même si j'aborde quand même des affaires, des doutes par rapport à son appartenance à la communauté portugaise pour le personnage. Ça m'a quand même permis de faire une certaine paix avec ça, de voir que les gens, dans la vraie vie, ont comme aimé le livre, puis qui l'ont comme célébré. Puis c'est comme la communauté de laquelle je viens qui a le plus parlé du livre, en un sens. Donc, il y a comme une forme de paix là-dedans, là, oui, là, je pense. Est-ce que tu es un pionnier dans la communauté? Tu es le premier un peu à écrire un roman? Moi, j'ai pas connaissance d'autres
d'origine portugaise ici? Je sais pas, là, je veux pas genre prendre le crédit pour ça, là, mais ben, il y a des gens, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui publiaient en portugais ici. Tu sais, j'ai été en contact avec des écrivains de la communauté portugaise de Montréal, puis qui m'ont dit que j'étais comme peut-être le premier avec un roman, tu sais, écrit en français, mais je sais pas, tu sais, puis... mais ils ont vraiment, c'est comme... On dirait que ça prend du temps, là, parce que l'immigration portugaise, c'est quand même longtemps là, au Québec. Là, puis, ouais, c'est ça. Peut-être que je suis le premier, je sais pas, mais c'est pas vraiment quelque chose que je veux comme revendiquer. Là, mais des récits, justement, avec Dimitri et toi, vous êtes quand même... on voit qu'il y a l'émergence d'immigrants de deuxième génération qui se lancent dans l'écriture. Et ça, je trouve que c'est un peu un mouvement, puis c'est une question aussi de génération, d'âge... et d'avoir le courage aussi de s'en lancer dans l'écriture, parce que c'est pas évident d'en vivre, que ce soit les arts, l'écriture, d'en vivre puis de faire sa vie avec ça. Là. Ouais. Non, c'est pas évident du tout. Je n'étais pas quelqu'un qui était encouragé de prendre cette direction après, parce que pour moi, l'écriture, ça arrivait pendant l'université. Et c'était juste quelque chose que j'ai découvert dans un cours d'anglais. Parce j'avais une activité, j'avais le choix d'écrire une histoire ou un essai. Et c'est plus facile d'écrire une histoire. Alors, j'ai pris cette direction-là. Et le prof m'a dit, mais tu as un peu de talent ici. Pourquoi tu ne continues pas avec ça? Et j'étais dans un baccalauréat des affaires, parce que comme un immigrant qui est arrivé ici juste de 7 ans, mes parents ont fortement me poussé dans la direction des affaires, de médecins, de professions qui font de l'argent, pas de l'écriture. Alors, ça posait des problèmes pour mes parents et de la famille en total d'avoir un écrivain dans le milieu qui commence à faire ça. Mais ça passait. Ça fait 20 ans maintenant que j'ai fait ça et j'ai trouvé mes directions et ils en trouvent ça pas mal une bonne direction maintenant. D'ailleurs, c'est ça, trouver sa place, c'est un peu ce qui revient dans vos 3 œuvres. Là. Et toi aussi, tu te la poses, cette question-là. Ben oui, de trouver sa place, de savoir... de trouver sa place, je pense que d'être fière maintenant de d'où je viens aussi. Je pense que j'ai toujours été fière, mais maintenant, je peux le revendiquer. Beaucoup de choses ont changé en 30 ans au Québec, énormément même. Donc, maintenant, de pouvoir revendiquer puis de pouvoir être fière de qui je suis, d'où je viens, c'est super. Puis tantôt, avant de commencer, on parlait des enfants. Oui. Ma petite, elle a 5 mois. Puis en l'ayant dans mon ventre, je pensais à ça. Tu sais, je suis en train de donner naissance à une femme autochtone. Une femme autochtone au Canada encore, c'est quelque chose de porter cet état d'être. Donc, je pensais à elle, puis comment est-ce qu'elle va pouvoir être fière, en tout cas, d'être qui elle est déjà de prime abord. Puis j'espère vraiment que je vais pouvoir lui passer ça, en fait, cette nouvelle fierté que moi, j'ai trouvée à travers ma vie, puis qui a été difficile à pouvoir réclamer, mais j'espère qu'elle va pouvoir le réclamer du début, puis c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise et que tu vas lui dire, tu vas t'assurer de lui dire? Bien, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, je le dis dans le livre, hein, je dis, j'aurais aimé qu'on me dise, sois fier d'être Innu, de quitter, tu sais, d'où tu viens. Puis, oui, sois fier d'être Innu, tu sais, de tes racines. Puis, sois fier d'avoir cette connexion-là aussi à ce territoire-là où on est, tu sais, que les ancêtres ont marché, où est-ce qu'elle va marcher. Je veux monter les montagnes du territoire ancestral des Inuits aussi avec elle, tu sais, fait que juste me projeter en train de monter les montagnes du territoire, de déconstruire les frontières qui sont les routes, puis mais passer par la forêt, par les hauteurs, de regarder autrement le territoire. Je pense que juste de pouvoir lui passer ça, cette connaissance-là, puis cette nouvelle vision sur le territoire, pour moi, ça vaut tout, là. Ouais. Effectivement.
qu'est-ce qu'on transmet, justement, quand nous, on a tellement douté de qui on est? Qu'est-ce qu'on transmet à la prochaine génération? Qu'est-ce qu'il faut s'assurer de ne pas transmettre? Mais cette philosophie d'invisibilité, je trouve que c'est important de ne pas commencer en enfance avec ça, parce que ça pose des complexités après ça pour la vie entière. Alors, pour mon fils, je lui dis, regarde, tu es à moitié libanais, il y a une autre moitié qui est polonais. Tu dois être fier de les deux. Même si tu ne le connais pas, c'est une partie de toi, c'est ton histoire. Tu es Canadien aussi, tu es Québécois, tu es Montréalais, tu es toutes ces choses. Et il y a de la place pour tout ça dans une vie. C'est ça, ça revient à dire que c'est ce qu'on dit de plus en plus, l'identité n'est pas unique, elle est multiple. On peut être plusieurs, avoir plusieurs identités à la fois, être plusieurs personnes, disons, si on veut. Oui. Puis je pense que c'est aussi ça dans la situation, tu sais, des fois, comme quand les immigrants qui viennent s'adresser, bon, déjà là, il y a le rapport, mettons, Québec-Canada, tu sais, qui est quand même spécifique, qui est pas... que des fois, les immigrants, en tout cas, qui ne sont pas nécessairement au courant de toute cette histoire-là. Puis, bon, il y avait ça. Puis, il y avait aussi, mettons, moi, Portugal, Açores. Tu sais, c'est quand même très différent, les Açores, du reste du pays du Portugal. Puis, ça, je trouve ça beau, ce que tu viens de dire, de comme il y a de la place pour tout ça. Puis, je pense que ça serait ça qu'il y aurait à transmettre. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais je pense, avec ma génération, tu sais, on voit quand même quelque chose. C'est comme un peu une certaine normalité, en un sens. Il y a tellement de gens qui viennent d'ailleurs, à Montréal, en tout cas, tu sais, de le Grand Montréal, puis ou qui sont nés ici, de parents comme qui sont nés ailleurs. Donc, il y a une certaine communauté, une certaine normalité, puis tu sais, on parle souvent de diversité, puis évidemment, il y a personne qui peut comme représenter la diversité, c'est paradoxal. La diversité, c'est justement ça, c'est la multiplicité des vécus. Mais il y a quand même, on se réalise en parlant puis en dialoguant qu'il y a comme des points de jonction entre les parcours et les vécus. Donc, puis c'est d'accepter ça, en un sens, comme on dit. Puis, ouais. Effectivement. Et l'identité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'explorer à nouveau dans vos textes, dans vos écrits, d'une façon ou d'une autre? On en a un peu abordé cette question tout à l'heure. Tu disais que oui, dans tes 4 romans, ça s'est retrouvé d'une façon ou d'une autre. Ça a évolué aussi, cette réflexion autour de l'identité. Mais tu veux continuer à écrire autour de ces questions-là? Mais je pense pas que c'est une question qui termine. C'est juste parce que j'avais écrit 3 ou 4 romans autour de ces questions. C'est pas comme c'est quelque chose où j'ai trouvé une solution. Ça évolue avec l'âge. Je trouve que les affaires qu'ils ont passées pendant mon enfance, j'ai une autre perspective maintenant dans mes quarantaines. Ça va changer encore dans un autre 10 ans. Et l'identité, c'est aussi cette question de perspective sur les événements et comment ça change. Et je pense, comme un écrivain, je peux tracer cette perspective pour une vie complète. Et ça devient une œuvre comme ça. Bien, pour moi, c'est... Oui, l'identité, mais surtout bien, ça fait partie de l'identité, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est quand je regarde quelqu'un, je ne sais pas c'est quoi son histoire. Je ne peux pas assumer que je sais c'est quoi son histoire. Fait que je pense que c'est plus là-dedans que j'ai envie de continuer de me plonger, en fait, dans les perceptions, défaire les perceptions, défaire ce qu'on pense, qu'on sait sur les gens, ou d'aller voir plus loin. On ne sait pas qu'est-ce que la personne a vécu, où est-ce qu'elle est née, comment est-ce qu'elle est née, puis comment elle a grandi. Fait que moi, je suis plus dans ça, ce qui forme une identité, plus que l'identité du départ. Ouais. Puis, dans mon cas, pour l'écriture, l'identité, c'est un thème qui est inépuisable, en un sens. Puis là, je l'ai fait dans ce roman-là avec la perspective du fils d'immigrant écrit au jeu. Donc, je pense qu'il y a comme d'autres manières, d'autres formes d'aborder certains sujets, mais d'amener d'autres, des nouvelles perspectives qu'on n'a pas vues nécessairement dans ce roman-là, parce qu'on ne peut jamais... il y a comme ce fantasme, parfois, dans l'écriture, quand on est écrivain, de faire un roman en somme, puis qui totalise le monde, mais je pense que ça se déploie en plusieurs œuvres. Il y a toujours cette possibilité-là de comme, trouver d'autres manières, d'autres histoires, avec des thèmes similaires aussi.
puis les approfondir ou des fois même juste comme, pas nécessairement les contredire, mais les nuancer. Il y a toujours ça, parce qu'on ne vit pas nécessairement les mêmes événements de la même manière. Donc, c'est sûr que ça reste dans quelque chose que j'aimerais continuer d'explorer, là. Est-ce que vous aimez lire sur des auteurs qui écrivent sur ces questions-là, qui on est, d'où on vient, où on s'en va, les parcours de vie? Ben oui, mais j'ai vraiment aimé vos livres, là. Donc, c'était vraiment... Puis, tu sais, mettons juste le personnage de la mère, tu sais, même si c'est pas la même situation que la mienne, j'ai comme tellement reconnu des choses de ma mère là-dedans. Puis, c'est tellement bien amené. Puis tous les questionnements identitaires aussi, tu sais, comme le fait de passer, puis de pas passer à QTE, puis de le revendiquer ou pas. Puis c'est ça, je trouve que, comme je disais tantôt, il y a comme, même si c'est différent, chaque personne a son propre vécu, des fois, il y a des affaires qui se recoupent. Puis, comme tu as dit tout à l'heure aussi, il y a tellement de nouvelles émergences, on dirait, nouvelles paroles qui se créent au Québec. Puis, tu sais, je veux pas prêcher pour ma propre... Il y a un livre que j'ai lu dans ma propre maison d'édition qui s'appelle Le Tour de la question de Adèle B. Khalifa. Puis c'est super excellent. Tu sais, ça parle justement, on parle de questions d'identité, mais c'est un livre qui a cette volonté-là de faire le tour de la question, qui est impossible, évidemment. Mais c'est tellement bien écrit, tout ça. Puis quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a vraiment marqué aussi. Donc, c'est ça, même si des vécus différents, il y a quelque chose qui se passe là, des fois quand on lit ça, puis à laquelle on peut s'identifier. Puis évidemment, la littérature, c'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin de s'identifier, c'est aussi l'expérience de l'altérité, tu sais, de l'autre, puis de la compassion. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier, des fois, de voir ça dans la littérature québécoise qui commence à émerger, qui me touche, puis qui m'interpelle, là. Justement, Soleil, tu le mentionnais, le Québec a tellement changé en 30 ans. On voit la différence culturelle d'une autre façon. Et c'est positif. Ben oui. Et tu penses que dans 30 ans, quel chemin il reste encore à parcourir? Malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, je pense. Mais qu'est-ce qui reste à parcourir? Mais je pense que, justement, qu'on ait pu cette question-là sur le bout de la langue. Non, mais toi, tu viens d'où? On vient tous d'ici, où il n'y a plus de frontières. On défait un peu ces frontières-là. Je pense que... on a besoin de ça, là. Puis, je pense que le chemin à faire, il y a encore une grande acceptation à faire, une connaissance de l'histoire d'ici aussi. Je pense qu'encore, les enfants à l'école n'ont pas encore la bonne éducation sur le passé, sur ce qui s'est passé ici. Donc, je pense qu'il y a tout ça à refaire, à reformuler, à réapprendre. Puis même moi, j'ai beaucoup de choses à réapprendre de ma propre culture. Fait que je pense que de démystifier ça, c'est encore un chemin long pour tout le monde. Puis c'est ça, tu sais. J'ai appris à 16 ans qu'il y avait un pensionnat encore ouvert en 95 dans ma communauté. Là, c'est ridicule, tu sais. Il y avait beaucoup de secrets autour de... Il y a beaucoup de secrets. Il y en a encore parce que c'est difficile, parce que l'histoire a été cachée aussi longtemps, parce qu'il y a beaucoup de traumatisme. Fait que, de défaire ça, de déterrer littéralement, mais aussi d'une manière plus imagée, toute l'histoire, mais ça va prendre un temps. Puis que les gens la reconnaissent pour vrai, ça va prendre un temps aussi, parce que, oui, il y a beaucoup d'ouverture dans plusieurs sphères. De plus en plus, on voit des personnes autochtones, des personnes immigrantes ou de plusieurs générations ici, de pouvoir s'exprimer puis dans les livres. Mais je pense qu'encore, il y a une grande acceptation qui doit être faite du plus grand public. Montréal, c'est une chose, mais en dehors de Montréal aussi, de défaire ces boîtes-là qui sont encore trop présentes. Et à votre avis, est-ce que du côté des immigrants, je veux dire, est-ce qu'il y a une plus grande acceptation, une plus grande facilité, une plus grande ouverture ou une porosité entre les communautés, entre la communauté d'accueil et... Est-ce qu'il y a eu des progrès? Je veux dire, maintenant, on n'a plus besoin nécessairement, juste comme tu disais, d'être invisible pour réussir à trouver sa place ici dans la société. Mais les choses changent, c'est vrai. Il y a des progrès, oui, mais il y a toujours des problèmes.
La génération de mes parents parlait de ça jamais. C'était à ma génération de commencer à apprendre comment de parler de ça. Pour mon fils, c'est quelque chose qui passe normal. Il n'y a rien à apprendre de ce côté-là. Je trouve maintenant, du côté d'immigrants, ou même de tous les côtés, on est dans une époque où on parle de l'identité intersectionnelle. Beaucoup. Alors, ce n'est pas juste une question de parler de mon identité libanaise, c'est comment est-ce que je gère ça avec des questions d'orientation et aussi avec cette histoire coloniale de ces pays ici. Tout ça ensemble. On commence à voir l'identité pour toute sa complexité et pas juste comme une direction pour une personne. Je te voyais. Je voulais juste rajouter que c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un pendant ma séance de dédicace vendredi passé qui me dit Ah, t'es autochtone, t'es populaire présentement, c'est le fun, t'es populaire. Mais être populaire, ça dure un temps, mais après ça, tu seras plus populaire à un moment donné. Puis j'étais là, OK. Fait qu'être autochtone, c'est être populaire ou pas être populaire. Présentement, je suis populaire, mais je le serai pas demain. T'sais. Je trouvais ça étrange comme façon de, de voir l'identité, comme si, parce que présentement, on nous voit, finalement, on est populaire, mais ça durera pas longtemps. T'sais. Comme si c'était une mode. C'est ça, c'est une mode. Mais en espérant que non, c'est pas une mode. C'est pas un passage. On est là, on était là. C'est juste que là, on nous voit. Et que faut pas le prendre pour là, je vous vois, je vous regarde un peu, mais après ça, je vais pouvoir regarder ailleurs. Non, tu sais. Un coup que tu as vu, tu peux pas oublier. Là. On est là, tu sais. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut continuer à écrire, à parler, à produire, à faire des pièces, à faire de la musique. C'est ça que ça veut dire. Exact. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le sujet? Je pense que c'était complet, là, donc... C'est ça. Est-ce que tu vois, par exemple, tes parents, parce que je sais qu'ils sont très présents dans le roman, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'eux, ils partageaient ce sentiment d'invisibilité? Est-ce qu'ils essayaient de se faire plus invisibles quand ils étaient en dehors de leur communauté? Oui, en dehors de leur communauté. Je pense que, tu sais, il y a en même temps... On parle de l'accent, justement. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un peu étrange. C'est comme si il y avait les deux réponses qui sont vraies. Tu sais, ils mettaient de l'avant la fierté, tout ça, mais des fois, on dirait que la fierté, ça venait... C'était pour dissimuler une certaine honte. C'est comme un peu comme un mécanisme de défense devant l'adversité, le parcours laborieux de l'immigrant, tu sais, des fois. Puis, mais bon, c'est ça, tu sais. Puis le rapport au Portugal a quand même, je pense, changé aussi avec les années. Tu sais, mon père, c'est pas mentionné dans le livre, mon père il a migré dans les années 70 quand il était adolescent avec sa famille. Puis, tu sais, c'était vu comme des gens qui étaient différents. Tu sais, ça sentait le poisson, puis on leur lançait des roches. Là, tu sais, c'est comme quelque chose qui n'a jamais été vraiment nommé, qui se passe entre familles, mais comme qu'on ne nomme pas publiquement, mais qu'on garde comme dans nos familles à nous. Tu sais. Puis là, avec maintenant le Portugal, c'est comme à chaque été, je vois des gens qui vont en voyage là, puis c'est comme vraiment à la mode. Parce que, le Portugal, tu sais, ça fait rêver, mais en même temps, on ne veut pas oublier ces histoires-là, tu sais. Puis on a vu ça changer. Puis, tu sais, mais quand les Québécois parlent du Portugal, tout ça, mes parents sont tellement heureux. C'est comme une manière pour eux de se sentir vus, justement, validés. Puis il y a comme un sentiment qui est comme inexplicable de fierté, tu sais. Et puis d'ailleurs, cette question d'alimentation, elle vient différemment de Hotline. Parce que ça, je sais plus, on l'a mentionné au début. La mère, Mouna, le personnage, elle trouve un emploi où elle vend par téléphone des repas diététiques. Et puis, ça fait qu'elle commence à ramener ça à son fils, qui perd le contact avec la nourriture qu'il connaît. Il mange ses plats préparés qui n'ont pas d'identité, en quelque sorte. Moi, c'est ça que ça m'a fait penser. C'est comme une façon pour lui d'oublier... Oui, mais on sait que dans les années 80, si tu prends ton dîner à l'école et c'est différent, ça pose des problèmes. Alors, de prendre des pizzas ou des hamburgers, c'est plus facile pour tout le monde parce que personne ne le voit et c'est normal. Mais ça prenait du temps même de poser ces questions. Qu'est-ce qu'on peut manger à l'école? Ouais. sans discuter, ça vient d'où tout ça. Mais le plus qu'on continue à parler de ça, le plus qu'on découvre qu'il y a autres questions qu'on n'a pas demandées encore.
Et ça tombe sur la question de dîner, ou comment on parle entre nous, ou ces petits détails qui sont toujours pas assez articulés. Et ça, c'est le progrès, enfin. On trouve des autres questions pendant cette discussion. C'est ça. En fait, c'est démarrer la conversation. C'est ça que ça veut dire, échanger là-dessus. Et il y a une certaine universalité. Même si vos récits sont tous différents, on trouve des points communs. Et d'une certaine façon, comme tu dis, toi, tu t'es reconnu dans certains passages. Et même si c'est à la base, l'histoire est très différente, mais il y a certains points communs qui reviennent. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le fait de... Je pense que tu parles au début de la chasse dans ta pièce et du fait que ça aussi, ça fait partie de l'héritage culturel. Ben oui, c'est un gros héritage culturel. Puis tu sais, moi, de voir... je parle de la photo de mon enfance vers la fin du livre. C'est un récit de chasse. En fait, il y a une photo de moi qui a peut-être 7 ou 8 ans, qui est habillée toute normale, là, mais je suis habillée, j'ai le grand sourire, je suis fière. Puis en arrière, c'est la mort. C'est un orignal pendu par les pieds qui est juste là. Il y a le sang par terre dans le garage. Il y a mon père puis mon oncle qui est en train de le préparer. Puis pour moi, c'était normal de voir la mort, de voir les animaux, la chasse et tout ça. Puis à quel point on est fiers de pouvoir y aller, puis de la manière dont on chasse aussi, tu sais. Puis ça fait partie de la culture, ça fait partie du beau, puis de prendre la journée complète pour arranger l'orignal, pour s'assurer qu'il faut le faire assez rapidement pour le garder frais, tu sais. Puis après ça, le donner à la famille, d'aller le distribuer, de le partager, puis de le manger ensemble aussi, tu sais. Mais le fait de... Oui. Non, vas-y. Mais le fait de vivre en réserve, tu étais entouré de gens qui comprenaient cette importance-là. Oui, mais puis en même temps, quand on est né à l'intérieur de la communauté, je me posais pas la question. Tu sais, moi, ça fait partie de ma vie. C'était normal. Je pensais pas au fait que c'était pas normal ailleurs ou que c'était pas pareil ailleurs. Pour moi, c'était ça. C'est ça la vie, tu sais. C'est ça qui est beau aussi, c'est tuer un orignal, puis de le partager avec la famille, puis de le manger avec la famille. Puis je voulais pas manger d'autres viandes. C'est ça qui est intéressant, c'est que je suis née, puis je recrachais l'autre viande, sauf la viande de bois que je gardais. Ma mère a dit, « T'as jamais aimé les autres viandes, sauf la viande de bois. » C'était ancré, apparemment. C'est pour dire à quel point l'identité vient s'ancrer dans des choses très précises, des petites choses comme ça, peut-être. Hein? Ben oui. Est-ce que vous êtes déjà demandé qui vous seriez aujourd'hui si vous aviez un autre bagage identitaire, si vous aviez grandi à l'extérieur de la réserve, dans une autre ville, un autre pays? Ben oui, c'est sûr, mais pour aller un peu dans ces questions-là, tu sais, dans un des passages du livre, de mon livre, le personnage il est très attaché au soccer, tout ça. Puis il y a un passage où il dit « Je pense pas que j'aurais été aussi attaché à l'équipe nationale du Portugal si je vivais au Portugal. » Tu sais, c'est comme... Ici, il y a quelque chose qui se passe, c'est comme la volonté de préserver quelque chose, un contact avec quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose que je vois souvent chez les jeunes aujourd'hui, tu sais, le pays d'origine, le soccer. C'est sûr qu'il y a tellement de problèmes dans le monde du soccer, puis que la FIFA, c'est une compagnie criminelle, là, on s'entend. Mais c'est quand même un moment, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'une communion, une célébration qui arrive. Puis il y a cet attachement-là qui se crée. Tu sais, pour moi, c'était un peu ça, là, le Portugal. J'avais mes questionnements qui étaient un peu dessus parfois, que je n'arrivais pas à nommer. Mais quand venait le temps, je voyais l'équipe de soccer jouer, il y avait quelque chose qui se passait qui me faisait vibrer, qui était presque indescriptible. Puis donc, il y a cette volonté. Je me posais la question, est-ce que si j'avais vécu au Portugal, j'aurais senti ce besoin-là de le protéger autant, un peu comme de le célébrer, d'être aussi content quand ça arrive? Je ne le sais pas, tu sais. Donc, oui. Et je me demandais, c'est ça... si tu veux y aller, intervenir là-dessus, mais déménager en plus, à faire une deuxième immigration en quelque sorte, comment c'est... Oui, parce que pour moi, c'était pas juste une direction de Liban au Québec. Il y avait plusieurs pays entre ça, en Grèce, en Koweït, Dubaï, Toronto, Montréal. Alors, il y avait plusieurs vies et plusieurs chances partout. Pour moi, la plus grande question, c'est est-ce que je toujours deviens un écrivain si j'ai jamais quitté le Liban? Et je pense que la réponse est non.
Je pense que tous ces voyages me donné cet esprit de questionner la société, de le voir de dehors. Je suis plus confortable si je suis sur les margins, autour d'une société, pas au centre. Alors, c'est de là que je trouve mes inspirations d'écrire. De cette perspective-là. Alors, si je restais au Liban, je pense que je suis devenu un homme d'affaires ou quelque chose comme ça, comme mes parents ont voulu. Pour moi, c'est une situation assez particulière parce qu'on remonte le fait que mon père est autochtone et non ma mère. Si ça avait été le contraire, si c'était ma mère qui était autochtone puis mon père blanc, ma mère, en mariant mon père, aurait été obligée de sortir de la communauté, la réserve, parce que c'était avant les années 80. Puis elle aurait perdu son statut. Puis j'aurais pas eu le droit de grandir dans ma communauté. Fait que c'est vraiment spécial, ce point de vue-là, ou de regarder ça comme ça, parce que des fois, je me pose la question, justement, puis si c'était ma mère qui était autochtone et non mon père, pourtant, c'est un lien matriarcal extrêmement fort, puis je parle des matriarches beaucoup dans mon livre, mais ça aurait été brisé, en fait, la connexion avec la culture. C'est à double tranchant parce qu'on parle des réserves, un endroit qui a été créé pour justement restreindre les communautés à vivre en dehors de la réserve, à être dans le bois ou de rester nomade, en fait. Fait que c'est comme... c'est étrange parce qu'on est sur la réserve, on se tient ensemble, ça fait qu'on reste en vie. Ça fait que moi, vu que mon père est autochtone, j'ai pu rester sur la réserve puis garder le lien fort de ma communauté puis de ma culture. Mais en même temps, ça nous garde là, comme si on était sédentaire, même si on est nomade. Fait que ça a un bris dans la culture quand même. Si c'était ma mère qui était autochtone, on serait sorti de la réserve. Qu'est-ce que ça aurait voulu dire? On aurait été où? Qui aurait été... quelle culture mon père aurait eu s'il était québécois? Est-ce que, justement, dans ces années-là, on n'était pas fiers d'être autochtone? Ou on l'était, mais on le disait moins quand on était en dehors de la communauté parce que ça avait des répercussions. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable de dire que je suis autochtone? Puis est-ce que même j'aurais le statut? J'ai mon statut, mais est-ce que je l'aurais? Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse des grosses recherches pour pouvoir le revoir, tu sais, ou des grosses démarches. C'est autre chose. Tu connais des gens pour qui c'est arrivé, que c'était leur cas? Oui, je connais des gens à qui c'est arrivé, mais il y a des gens, même dans ma famille aussi, là, il y a des gens qui sont à l'extérieur de la communauté, mais qui ont re-eu le statut, mais ça dépend. Il y a plein de choses. En tout cas, c'est beaucoup de couches, c'est certain. Mais là, moi, je peux passer mon statut à ma fille, mais c'est pas nécessairement le cas pour ceux qui ont eu d'autres... que c'était le contraire, mettons, que leur mère était autochtone, parce que ça remonte à plus loin. En tout cas, c'est vraiment très compliqué. Puis c'est dommage que ce soit aussi compliqué, puis qu'il y a eu autant de bris dans la culture, parce que... juste par son sexe. Exact, ça revient à réaffirmer cette culture du patriarcat, qu'on transmet les choses tout simplement par le père. Oui, puis c'est très colonial. Hein? Oui, tout à fait. Oui. Donc maintenant, écoute, est-ce que si c'était à refaire, je veux dire, tu as vu comment on grandissait à l'extérieur de la réserve. Tu vois que ce que tu aurais manqué aussi en étant je vois à ce l'extérieur. Que oui, puis c'est drôle, hein, parce que j'ai un gros rire très fort. Tu sais, je ris beaucoup, puis je ris fort. Mais ça, j'aurais pas eu mon rire. C'est étrange de me dire, j'aurais pas ri de la même manière. Ça, c'est basic, là, c'est de base, de dire, je ris de cette manière-là parce que je viens de cette communauté-là. Mais je serais née ailleurs, j'aurais pas ce rire-là. J'avais une ancienne copine qui était venue avec moi dans la réserve pour la première fois. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, elle n'était encore jamais venue parce qu'on s'était connus en voyage. Puis quand on est arrivé, puis elle a entendu les autres rire avec moi, elle a dit « Ah! » Elle dit « Je viens de te comprendre. »
C'est comme si je te comprenais pas ou je te connaissais pas jusqu'à maintenant. C'est drôle, c'est un rire, mais ça change tout. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, on va devoir conclure cette rencontre. Michael et Dimitri peuvent être au kiosque de leur maison d'édition pour des dédicaces. Jusqu'à quelle heure? Je sais plus. Bon, donc, mais c'est le 18-02. 18-02. Et Dimitri, tu as déjà eu tes séances de... 26, la peuplade pour les prochaines 15 minutes. OK, parfait. Si vous voulez la rencontrer. Et Soleil, tu es disponible aussi pour répondre à quelques questions. Vous pouvez venir me voir si ici. J'espère que vous aurez la chance de découvrir leurs 3 livres, qui sont des œuvres magnifiques, et que vous pourrez justement discuter avec eux. Merci beaucoup d'avoir été là. Et bonne journée, bon salon. Profitez de cette dernière journée au salon. Merci. Offrez un livre neuf à un enfant en milieu défavorisé.